Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube. On poste 10 histoires tous les jours sur YouTube à 12h00. La chaîne c'est DMG TV. Donc n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire pour ne pas manquer les prochains épisodes. Ce qu'on fait c'est pour sensibiliser, donc n'oubliez jamais de laisser un like. Installez-vous, on va commencer avec la première histoire. Ouais, DMG, excusez-moi. Donc, je disais que c'était plus un conseil que de raconter une histoire. J'ai vécu sans ma mère. J'ai toujours habité avec mon père. Et quand j'ai eu mon entrée en 6e, mon père, lui, il était en province. Il est venu me laisser à la capitale où je devais entrer au lycée. Et on habitait, là où il m'a laissé, on habitait en face d'un quartier malfamé. Et nous, on était dans une belle maison et tout. Donc ça fait des envieux et des sorciers. Mais j'étais petite, j'avais 10 ans et demi, je ne connaissais pas beaucoup de choses, c'était l'âge de l'innocence. Donc il y avait une dame, elle-même, elle souffrait d'un handicap, les 2 pieds, son fils lui-même boitait, et elle a expliqué à son fils qu'il faudra épouser cette fille. Ça, c'est des choses que j'ai su après. Mais voyant la différence de niveau de vie, ils m'ont fait des problèmes au travers la femme chez qui j'habitais. Et là, cette femme, un jour, elle vient du travail. Elle me dit, il faut aller chez ta mère pour attendre l'ouverture de l'internat. Je suis partie, je n'ai rien demandé. Quand j'arrive au lycée, je retrouve les gens du bas-fond, le fils boiteux de la femme handicapée. Il recommence ses avances et tout. J'ai refusé. Comme on dit en Afrique, pour qu'un sorcier t'atteigne, il faut qu'il rencontre le sorcier de ta famille. Donc, il s'est agrippé à mon frère. Il a acheté. À l'époque, on devait déjà avoir les 18 ans. On était en terminale. Il a acheté le gars, il a acheté mon petit frère. Et cet homme a pu le convaincre de prendre l'argent qui devait s'évaluer à 3 millions. Donc tous les fétiches qu'on lui donnait pour venir jeter dans ma chambre et tout. Voilà. Donc ils ont fait ça pendant toute mon année de première. C'est comme ça que je suis tombée en grossesse du gars alors que je l'avais refusé depuis la 6e jusqu'en première. Et puis mon père a été nommé ambassadeur. Voilà le monsieur qui arrive chez nous sans crier gare. Mon père était tellement dépassé, il m'a dit que non, je voulais te pardonner, mais je pense que je ne peux plus. Parce que quand il a vu aussi l'état du gars, boiteux de famille pauvre, il a dit non. Avec tous les garçons qu'il y a ici, tu aurais pu choisir un autre ou bien il t'attendait au Gabon. Et c'était pas forcé que vous devez rester ensemble. Et quand il vient voir soi-disant l'enfant, on ne voit même pas ce qu'il a amené. Tu as préféré dépenser un billet d'avion rien que pour regarder l'enfant avec les yeux, non. Aujourd'hui, je comprends que c'était pour voler ma vie, voler mon âme. Donc, je suis partie. Mon père m'a mise à la porte. Et ça a continué comme ça. Je n'avais jamais la paix chez moi. Il m'avait rendu pestiféré dans ma famille. Et mon père en a eu marre, on m'a dit de partir. Parce que
c'était des gens, tu sentais qu'ils étaient des sorciers, mais plus on leur faisait honte, plus ils insistaient. Mon père a dit, vaut mieux qu'ils se séparent de moi. Et quand j'arrive là-bas, moi-même aussi découragée, en fait, je n'étais plus en moi. Je sentais que quelque chose n'allait pas, mais je n'arrivais pas à me débarrasser de cet homme. Donc je suis restée. Lui, il a continué dans sa sorcellerie, il est rentré dans les loges. Et un jour, il me dit, on va aller, il y a une soirée que les loges font. J'ai regardé ça, je n'ai rien dit, on est parti. Après, bizarrement, le courant se coupe dans toute la ville. Donc il part pour aller réparer le courant. Après quelques minutes, il revient, le courant est rétabli. Quand je rentre chez moi, je trouve ma fille en train de crier. Donc il s'était entendu avec les agents de maîtrise qui étaient sous ses ordres de couper le courant pour aller violer mon enfant. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas la paix avec ma fille. Et je me suis dit, à cette allure-là, il finira par prendre ma vie. Donc, je me suis exilée en France. Et c'est que ma fille ne me parle pas. Les autres enfants, c'est un peu compliqué. Mais le gars a gardé la haine. Et il fait tout pour monter les enfants contre moi, avec l'espoir que je vais peut-être craquer, mourir. Et puis il pourra enfin travailler avec mon âme. Donc, je vous raconte une histoire qui dure depuis 35 ans. C'est pour ça que j'ai voulu que cette histoire soit sûre, pour que les filles fassent attention. À partir de 10 ans, les sorciers regardent qu'il y a une étoile. Il ne vient pas vers vous que, oh, tu es jolie. Non, 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 non. Et pour voler votre étoile, travailler avec, et toi, tu vas au tombeau. Je me suis en sortie, mais je n'ai pas la paix avec les enfants que j'ai fait même avec lui. Hein. Il les a montés contre moi. Donc, quand je regarde mes enfants, je fais attention. Ma fille peut préparer, je ne mange pas. Mon fils peut m'inviter chez lui, je ne pars pas. Et ça, si tu n'as pas Dieu, comment tu fais? Surtout nous en Afrique, ce sont nos enfants qui sont notre richesse et qui doivent être notre soutien pour les vieux jours. Donc voilà ce qu'est capable de faire un sorcier. Voilà. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Ouais, bonsoir DMG, bonsoir DMG. C'est encore moi qui reviens pour une histoire liée à mon métier, quoi, hôtelier. Je pense qu'on va finir par faire on va pas faire une édition spéciale, spéciale pour moi, quoi. Il y a tellement de trucs. Mais bon, voilà. Cette histoire se passe toujours dans mon poste de travail. Un soir aux environs de 3h, 2h le matin, passé, un mec, un taxi aéroport arrive là et il me demande s'il y a encore des chambres. Je lui dis, mais oui, il y a encore des chambres. Il me dit, oui, parce qu'il a une dame là qui l'a porté à l'aéroport là, voilà, et elle a besoin d'une chambre pour une nuit. Elle va libérer le matin. Je dis, ok, il n'y a pas de souci, mon frère. Vous savez, quand les taxis aéroports viennent avec des gens comme ça, le truc c'est que on doit faire en sorte que ces gens payent les chambres sans réduction. Parce que c'est de là qu'ils ont leur commission. Donc ils viennent avec le client. Le client doit payer la chambre sans réduction pour que lui puisse avoir sa commission. Donc c'est comme ça qu'on a vite trouvé un accord et il m'a dit bon voilà, si elle monte là, tu donnes la chambre comme ça, hôtel, comme le prix là, voilà, il faudrait qu'elle paye le prix là pour que j'ai aussi quelque chose. J'ai dit naturellement mon frère, il n'y a pas de problème. Pardon.
C'est donc là que le gars monte avec la dame. La dame a plusieurs valises. Et à ma grande surprise, ce n'est même pas une dame, c'est une jeune fille. Je vois une jeune fille là, peut-être 1 mètre, elle n'était pas grande de taille, 1 mètre, peut-être 60 à peine, hein. Et bien formée là, bien baraquée. Ah. Et je prends son passeport, je suis en train de l'enregistrer naturellement. Et sur sa profession, je vois elle est béninoise. Mais quand j'étais là, tête courbée là, en train de l'enregistrer, en fait, je ressens qu'elle est en train de me fixer, elle est en train de me regarder. Mais ce n'est pas un regard négatif. C'est un regard plein d'admiration. Ouais, un peu, donc. Quand vous savez un peu, quand une femme vous regarde et vous envoie des signaux, genre, le gars, s'il me plaît, les choses comme ça, vous ressentez, vous voyez, vous ressentez. Donc, c'est là dont je suis en train d'enregistrer. Et à peine quand je soulève un peu l'œil comme ça, je vois comment elle est en train de me regarder, de me fixer là, avec beaucoup d'admiration. Bon, moi, je décide moi, de faire mon boulot, hein. Vous savez, c'est les choses qu'on raconte tous les jours. Tous les jours, parfois, tu peux recevoir un couple là et la fille, même en partant, en montant avec le monsieur, te fait les clins d'œil. Donc, si tu es quelqu'un qui est nouveau, qui ne connaît pas gérer ce genre de choses-là, tu vas croire que tu es l'homme le plus beau de la terre ou que patati patata. Et souvent, ce genre de choses, ce n'est pas toujours ce que tu crois, hein. Dans mon univers, ce n'est pas toujours ce que tu crois, tu vois. Donc, il faut faire très attention à certaines avances. Donc, c'est là que je reste professionnel et je fais mon travail. Je finis de l'enregistrer, je lui donne la fiche, elle signe. Et voilà, je prends dans la clé et je décide de l'accompagner. C'est les démarches naturelles quand tu reçois un client qui n'est pas de la maison, qui ne connaît pas le bâtiment. C'est donc là que je l'accompagne, je prends ses valises, je pousse ses valises, je l'accompagne jusqu'à sa chambre. Je l'installe dans sa chambre et voilà, je lui souhaite bonne nuit, voilà, je suis à la réception, si vous avez un souci, voilà, nous sommes disponibles. Et je viens m'asseoir à mon poste de travail, je mets mes écouteurs, j'écoute ma musique, un peu comme on travaille la nuit, c'est un peu comme ça, on passe du temps. Aussi, il y a un film, on peut regarder un film en ligne, tout ça. Voilà, je reste là, tranquille. Et à peine 15 minutes, la fille revient, elle revient, et elle me dit que elle a un souci, il faut que je lui montre comment est-ce que on allume la clim. Moi, ça m'a fait un peu légèrement sourire, mais c'était un sourire pas à mon cœur. Je suis donc venu, elle dit ok, il n'y a pas de souci. Je suis donc venu et des jours, à peine même quand elle est venue, nos regards se sont croisés. Elle me regardait comme un, vous savez, le regard d'un petit enfant quand il regarde la glace, une glace là ou un lampon, avec tellement d'appétit, tout ça, tu as envie, tu vois. C'est comme ça qu'elle me regardait, sur son visage se dessinait cette traits, beaucoup d'envie, tu vois des idées un peu. C'est donc là que moi j'avais déjà compris ça et je voulais pas entrer dans ce jeu. C'est donc là que je décide donc de, de l'accompagner en chambre et je dis bon voilà pour la clim, voilà vous avez un bouton pour soi vert au mur sur le dismatique, vous pouvez assonner là pour enclencher la clim déjà et là au rouge c'est pour arrêter. Quand vous allumez au vert ici, vous pouvez prendre la télécommande maintenant, vous allumez ici bouton on, bouton off pour arrêter et voilà pour régler la température. Comme sur le froid, si vous montez sur le thermomètre ça va plutôt chauffer. Mais si vous descendez sur le thermomètre, ça va plutôt rafraîchir. Elle me dit, ok, merci beaucoup, j'ai appris ce soir. C'est donc là que en 2-3 minutes, je lui montre comment est-ce qu'elle peut mettre la clim. Et voilà, reviens à un poste. Mais je continue à écouter ma musique, tout ça. Même pas 30 minutes. Ah, elle revient encore, elle me dit qu'il faudrait que je lui montre comment est-ce qu'elle peut mettre la télé. Mais moi, ça a commencé à m'inquiéter. Je dis, mais comment? Mettre même la télé, c'est un truc basique. N'importe qui sait comment on peut allumer une télévision. Je suis toujours resté moi professionnel. Je suis arrivé, j'ai dit, bon voilà, la télé est déjà allumée. Parce que quand vous voyez la petite LED rouge en dessous là, ça veut dire que la télé est allumée. Maintenant, vous actionnez le bouton on sur la télécommande. Voilà. Voilà, et vous appuyez, il y a à peu près 95 chaînes, à vous de voir ce que vous allez mettre.
Voilà. En ce moment-là, il était déjà quasiment dans les 3h30, 3h40, comme ça, 4 mois. Donc, lorsque je suis arrivé, il m'a dit que bon, je sens que là, elle ne va plus m'appeler pour quelque chose, quoi. J'arrive donc, je ferme la réception et je m'allonge un peu sur le canapé là pour dormir, quoi. Pour attendre pratiquement même 5h30 pour me réveiller et clôturer mes mains courantes. À peine je me suis couché sur le canapé, mes frères, je rêve. Je me retrouve dans un petit village, mais qui n'a rien à voir avec nos villages camerounais. Je me retrouve dans un petit village. J'arrive dans un village j'avais faim. Et j'arrive dans un petit coin. Il y a une maman qui vend les beignets. Je dis à la mère comment ça se passe ici, les beignets c'est combien. Elle me dit bon voilà les beignets coûtent comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je prends un peu un beignet là, je goûte. Elle me dit que mon fils, tu es très beau, hein. J'ai ma fille là à te présenter. Depuis là, je cherche même une fille à qui je vais donner un garçon à qui je vais donner à ma fille. Un truc comme ça là. C'est donc là qu'elle me présente sa fille. Sa fille était déjà quasiment un peu nue. Quand même, dans une petite case derrière là, sa fille était nue. À peine j'arrive, je ne sais même pas comment ça s'est passé. Il y avait tellement d'attraction. La façon qu'on m'agnace là-bas. La façon que la fille la m'agnace. Je vous jure que quand je suis sauté sur mon canapé à la réception, peut-être il était 4h passées, 4h50 comme ça, j'avais joui sur moi. Les affaires de jouir sur soi là, c'est des trucs qu'on avait peut-être qu'on était tout petit, peut-être dans les 16 ans, 15 ans, tout ça. Je n'avais jamais vécu ça. Dans la trentaine. J'avais joui sur moi jusqu'à ce que quand je suis allé dans la douche comme ça, j'ai ouvert mon pantalon. J'ai vu comment j'avais joui sur moi. C'était bien et c'était beaucoup. J'ai seulement enlevé mon caleçon comme ça. Je me suis nettoyé avec de l'eau, tout. J'ai emballé mon caleçon, j'ai mis dans mon sac. Et je savais que la personne qui m'avait fait ça était la fille. Le matin, quand mes collègues sont arrivés, j'ai expliqué ça à une de mes collègues qui m'a remplacé. Et je suis allé devant la porte comme ça, j'ai guetté. La fille était couchée, elle dormait encore. En fait, elle dormait parce que c'était encore fermé. Les lumières étaient éteintes, tout. Je suis rentré, ça m'a fait mon signe de croix, je suis rentré. Et comme certains aînés m'avaient dit, bon, voilà, le métier que tu fais, il y a beaucoup de personnes qui arrivent avec des ondes négatives, tout ça, des énergies négatives et tout. Donc il faut avoir du sel de mer à la maison, gros grain de sel de mer, pas de sel vraiment domestique là qu'on vend dans les marchés là. Le sel de mer un peu plus gris, il est costaud. Donc tu peux avoir ça dans les grandes surfaces, un peu comme Carrefour, Super U, Bao, tout ça. Donc voilà. Donc, j'avais toujours mon sel de mer à la maison comme ça et des choses comme ça. Donc, quand je suis rentré à la maison le matin, j'ai fait mon bain avec le sel de mer quasiment 3 jours pour me purifier un peu toutes ces choses-là. Donc, ça c'est aussi une façon vraiment pour vraiment avertir les gens aussi que bon voilà, il y a des métiers qui ne sont pas faciles. Si vous avez aussi une très bonne étoile, une bonne énergie, certaines choses vont arriver. Pas que vous êtes malchanceux, mais c'est parce que ces choses vont en vous, certaines choses qu'elles ont besoin d'extraire. Et maintes fois, vous serez toujours victime de beaucoup de choses comme ça. Donc, il faut être prudent. Il ne faudrait pas que vous tirez sur tout ce qui bouge. Si vous êtes hôtelier, c'est pour sensibiliser. Il ne faudrait pas tirer sur tout ce qui bouge. Que vous soyez garçon ou femme, il faut faire très attention. C'est un métier où parfois on reçoit des gens qui ne sont pas humains. On reçoit des gens qui ne sont pas sains. On reçoit des gens qui ne sont pas anodins. Donc,
il faut être très, 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 très prudent. Et beaucoup croient aussi en Dieu, se protéger de temps en temps, se purifier pour se débarrasser de toutes ces ondes, de ces entités qui s'accrochent parfois à des choses. Parce que c'est comme ça. Donc voilà, c'est pour sensibiliser les frères et sœurs qui sont jeunes hôteliers, qui veulent se lancer dans le métier, de faire très attention. Parce que c'est comme ça. Que vous soyez au service en chambre, ou à la réception, à l'accueil, ou à la cuisine, il faut faire très attention. Ce n'est pas tout le monde qui vient vers nous, qui nous apprécie, qui est sincère. Beaucoup viennent juste là parce qu'ils veulent nous extraire certaines choses. Certaines personnes arrivent, ils veulent vous serrer la main directement. Pourtant, vous ne vous connaissez pas. Parfois, il faut éviter. Vous ne connaissez pas qui vous serrer la main. Ce genre de clients, parfois, tu loges un client la nuit. 1 heure, 2 heures, il arrive. Il est nouveau, tu ne l'as jamais vu. Mais c'est comme si le Tout-Puissant t'empêche de pouvoir dormir. Tu veux même dormir, mais quelque chose te demande de ne pas dormir. Parce que cette personne est venue avec un but précis. Vous voyez un peu, avec un but précis. Et ton autre côté, c'est que si tu dors, peut-être il va passer par le monde spirituel des rêves pour t'atteindre. Donc du coup, tu sens comment il n'y a qu'une force qui t'empêche de vous voir dormir. Ce sont des choses que j'ai vécues maintes fois. Donc voilà pour mon histoire du jour avec la béninoise qui m'avait niasse jusqu'à ce que j'avais joué. J'avais joué abondamment sur moi. Donc voilà, à plus et vraiment bon courage à DMG. Dieu me guide pour son travail. Pour son travail vraiment. Parce que tout petit, j'étais fan de Patrick Guimandon. Et ça, c'est aussi une forme moderne de la chose, que chacun vienne là et essaie de raconter son histoire. Ça permet de sensibiliser beaucoup d'autres personnes et ça va faire en sorte que ceux aussi qui sont parfois Thomas puissent aussi savoir comment s'en sortir, comment savoir éviter certaines choses. Donc voilà aussi un peu. Bonne soirée à tout le monde vraiment et que Dieu vous sauve, que Dieu vous protège. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la troisième histoire. Bonjour DMG, bonjour la famille. Et, comme d'habitude, likez et partagez. DMG, je voudrais expliquer par rapport à l'histoire de la dame qui a été sauvée par son grand-père. Vous savez, DMG, une personne qui est décédée ne peut revenir à la vie. Si cette personne-là revient à la vie, soit son esprit erre ou son esprit est manipulé par un sorcier ou par, disons, des entités qui ne sont pas peut-être de ce monde. Mais par contre, les anges que nous connaissons, que tous nous connaissons avec des ailes, la plupart des anges prennent la forme des humains. Mais comme tu ne connais pas un ange, tu ne l'as jamais vu, et même si tu le vois par rapport à l'image qu'on nous présente des anges, tu auras peur. C'est-à-dire, ça va tellement t'effrayer, tu risqueras même de ne pas supporter cela. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu, de fois, on voit ces anges-là sous forme d'apparence des personnes qui nous sont proches. Des personnes qui nous sont proches, et ces anges se manifestent de cette manière-là. Et très souvent, les gens diront que j'ai rêvé mon père, j'ai rêvé ma mère qui m'a secouru face à une difficulté. En réalité, c'est Dieu de fois qui envoie son ange sous cette apparence-là. Parce que si tu rêves quelqu'un d'inconnu, tu vas te méfier. Mais quand c'est une image en qui tu avais tellement confiance, la personne avait bon témoignage, tu vas accepter le message tout de suite. Tu vas accepter le message tout de suite. Donc, deux fois, ceux qui disent que oui, c'est mon père, mon oncle ou encore mon grand-père qui est revenu à la vie pour me sauver, c'est des anges qui prennent ces apparences-là pour pouvoir se manifester et sauver. Et surtout quand tu es dans la prière, Dieu ne t'abandonne pas.
Avant même que le mal arrive dans ton cercle, il y a d'abord des anges qui sont là pour pouvoir repousser et te mettre à l'abri. Par rapport à son histoire, j'ai également une histoire que je vais raconter, qui m'avait été contée par une grande sœur en 1996. Cette sœur-là, elle était originaire du Congo, Congo RDC, parce que moi je suis le Congo Brazzaville. Donc, elle était là pour ses études. Donc, elle nous avait raconté une histoire. Une fois, elle est sortie de l'école, puisqu'elle finissait tard, aux environs de 18 heures. Elle fait la rencontre d'un monsieur blond. Pour elle, elle se disait que c'était un prêtre. Et quand le monsieur l'interpelle, elle a vraiment hésité d'aller vers le monsieur. Le monsieur insistait, viens, je te ferai pas du mal, faut venir. Elle s'est quand même approchée. Et qu'est-ce que le monsieur fera? Pour la mettre en confiance, le monsieur va faire un signe de la croix sur son front. Quand le monsieur a fini de faire ce signe de la croix sur son front, elle ne comprenait plus rien. C'est-à-dire tout ce que le monsieur disait, elle l'acceptait. Le monsieur lui a demandé de monter à bord de son véhicule. Le véhicule était rouge. La dame est montée. Ils ont commencé à rouler. Pendant qu'ils roulaient, le monsieur posait des questions, puisqu'elle était assise devant. Et arrivé à un certain moment, le monsieur a commencé à lui mettre mal à l'aise. Il a commencé à poser sa main sur sa cuisse. Il s'est dit, mais moi je croyais que c'était un prêtre. Mais comment ça se fait? Il commence à me toucher. Et donc, c'est comme si son âme revenait maintenant en elle. Ils avaient tellement roulé que elle se rendait même pas compte que le monsieur sortait maintenant de la ville. Et donc, elle ne sait pas qu'est-ce qui l'a poussée. Elle ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Elle a ouvert la portière. Elle a sauté. Donc, quand elle a sauté, elle est allée tomber dans un champ. Elle a commencé à prendre la fuite. Arrivée là où il y avait assez d'herbe, elle s'est cachée. Quand elle avait sauté, le véhicule ne s'est pas arrêté. Le véhicule est allé faire le tour devant et est revenu avec 2 bons gaillards derrière pour fouiller cette fille qui avait sauté. Et elle, tellement qu'elle était essoufflée, dans sa fuite, bien qu'il faisait déjà 19 heures, elle va trouver sur un sentier qu'elle avait emprunté, une vieille qui revenait des champs. Bon, vous savez qu'à Brazzaville, c'est un peu très difficile de trouver des gens à ces heures-là qui reviennent des champs parce que c'est des personnes qui n'habitent pas si loin. Ils occupent des espaces un peu marécageux pour faire des champs. Donc, ça veut dire que c'est pas si loin. Mais elle a trouvé une vieille. C'est comme si, elle a fait finita, elle a travaillé avec une cuvette sur la tête. Elle l'interpelle. Mais qu'est-ce que tu fais ici à cette heure-ci? Elle n'arrivait pas à parler tellement qu'elle ne respirait pas bien. La vieille a commencé à dire, vous, les enfants, vous ne comprenez rien. Vous faites confiance à n'importe qui. Quand vous voyez un inconnu, vous voulez vous accrocher tout de suite. Il a descendu sa cuvette sur la tête. Il a demandé à la fille, viens. Il a pris quelques feuilles, il l'a attaché au pied. Et la vieille lui dira, tu es la fille de Thérèse. Bon, c'est un nom comme ça que j'invente. Tu es la fille de Thérèse. Et elle accepte, oui, je suis la fille de Thérèse, d'accord. Il n'y a pas de problème, il ne faut pas avoir peur. Hein. Je suis ta grand-mère. C'est ce que la mémé lui dit. Quand tu lui attaches les feuilles au pied, il dit, tu peux partir. Plus rien ne va t'arriver. Et elle a commencé à marcher. Elle a vu le véhicule
repasser encore avec ces mêmes bons gaillards-là. Mais ils n'ont pas vu, jusqu'à ce qu'elle est rentrée chez elle à la maison. Tard, au moins 22h, 23h, toute la parcelle était déjà alertée. Et j'étais même allé voir un commissariat proche pour pouvoir déclarer que leur fille n'était pas entrée. Et quand elle a expliqué à son père et à sa mère, quand elle est rentrée, qu'elle avait rencontré une vieille, elle a expliqué comment ça s'est passé. Quand elle s'est mise à détailler, là, en fait, la grand-mère avait un point de beauté sur à côté de son œil gauche. Et quand sa mère a entendu qu'elle avait un point de beauté sur son œil gauche, elle est allée sortir les photos de sa maman. Quand elle a sorti les photos, elle dit, c'est cette vieille-là, oh Dieu, effectivement, c'est elle. Elle dit, mais c'est ta grand-mère. Donc tout le monde était choqué, il dit, mais finalement, c'est dans quel monde on t'avait amené? Parce que quand tu dis que, voilà, tu es parti de l'école, vous avez beaucoup roulé, et quand elle a expliqué, ils se sont dit non, on ne connaît pas ces endroits aux alentours de la ville. Effectivement, quand les parents sont partis pour voir, selon ses explications, le chemin qu'ils avaient emprunté, il dit, je me rappelle de ce rond-point-là. Après ce rond-point, c'était maintenant des champs par-ci, par-là. Il dit, mais quand on arrive là où elle avait vu des champs, c'est maintenant des maisons. Et donc, ça veut dire que le chemin qu'ils avaient emprunté, ce n'était pas en fait le bon chemin. Donc, le dernier rond-point qu'il parlait, c'est le rond-point qui mène vers l'autre rive. Qui mène vers l'autre rive. Pour ceux qui connaissent bien Brazzaville, il y a une rivière qu'on appelle Djoué. Donc, de l'autre côté, c'est aussi des quartiers où des gens y habitent. Et donc, le dernier rond-point, c'est ce qu'il avait vu. Mais la route qui est vidée après le rond-point n'existe pas. Donc, certainement, c'est dans un monde parallèle que le monsieur voulait l'emmener. Donc, jusqu'à aujourd'hui, je pense que la dame vit. Elle a des enfants maintenant. C'est devenu une grande femme. Donc, voilà un peu mon histoire. C'est juste pour dire que les morts ne reviennent pas à la vie. C'est pareil avec le sommeil. Quand on dort, on ne sait pas ce qui se passe. Mais par contre, il y a un autre esprit qui veille. L'esprit veille. C'est tout ce qu'il voit comme activité, nous les captons comme rêve. Voilà. Merci DMG, c'est mon histoire. Je reviendrai certainement pour pouvoir raconter d'autres histoires. Et c'est pas facile avec le boulot. Des fois, on se déconnecte, mais nous sommes toujours là. On continuera à liker pour que cette famille DMG ne s'arrête pas seulement aux histoires, mais que certainement, Dieu voulant, feront des colloques pour pouvoir raconter ces histoires et sélectionner les meilleures histoires de l'année. Merci DMG et bon courage. Que Dieu t'accompagne. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. DMG, bonsoir. C'est ma première fois de raconter mon histoire. Donc, moi c'est Abdel et je suis Bamoun. L'histoire que je vous raconte me concerne, c'est mon vécu. En fait, ça se passe en 2017 dans la ville de Tchang, où je suis allé chez mon oncle pour continuer mes études. Arrivé à Tchang, j'ai un neveu qui est venu me rejoindre là-bas. On était en classe de première, on fréquente le lycée bilingue de Tchang à 2 en classe de première espagnol. Voilà, l'école commence. Et entre-temps, mon neveu a trouvé un ami dans la même salle de classe comme nous. Parce que cet ami était vraiment brave en maths. En fait, dans les matières scientifiques, quoi. Il est sorti parmi les 5 premiers de la classe. De mon côté, moi, je suis un gars toujours calme, timide, n'ayant pas trop d'amis, pas bavard. J'étais dans mon coin. Et entre-temps, juste à côté de notre salle de classe, il y avait un gars dans la ville de Tchang, dont je préfère taire le nom. Donc, c'est le genre de gars, tout le monde le connaît au lycée. Il a l'argent, les belles chaussures. En fait, tout ce qu'il y a de bien, ce gars en est. Voilà où
une fois à la récréation, je suis devant ma salle de classe, il m'approche, il me salue, on prend contact. Donc, on était des amis aussi comme ça. Au fur et à mesure, le temps passe. Il faisait des petites sorties. Je parle de celui qui est en face de nous. Lui faisait plutôt premier espagnol. Il faisait des petites sorties et le lendemain en classe, on disait toujours que mais le gars là, comment il a l'argent, chaque jour à l'école. Bon, personne ne connaissait ses parents aussi. Voilà pendant des fêtes en décembre, puisque dans la vie de Tchang, il y a souvent la foi. En fait, vu que le camarade, c'est-à-dire l'ami de mon neveu, c'est un gars sage et c'est le genre de personne donc qui aime le luxe aussi, mais il n'a pas les moyens. Voilà comment il commence aussi à approcher le gars d'à côté. Et du coup, d'après ce que j'avais entendu, puisque je sortais rarement, c'est lui qui sortait avec lui, il sortait, buvait des whisky avec des femmes, il venait nous raconter à l'école. Voilà, le temps passe et nous voici en décembre. Je reste chez moi, on avait déjà pris les bulletins pour aller en congé de Noël. Je reste chez moi, voilà mon ami, c'est-à-dire c'est lui qui fait la première allemand. Il m'appelle, il me dit Abdel, comment tu vas? Il dit que je vais bien. Il me dit qu'en fait, il a un grand frère à lui qui est arrivé au Cameroun et il sera dans la ville de Tchang. Il faut que moi et lui, on part, donc on l'invite à prendre un pot pour lui souhaiter la bienvenue. Bon, moi j'ai dit que ok, il n'y a pas de problème. Oubliant que, bon, lui, il me connaissait pas quand même. Alors que chaque 25 décembre, moi je rentre chez moi à Fumban, passer mes 2 semaines de vacances là-bas avant de revenir à Tchang. Je lui ai fait croire que j'y serais là. Voilà, le lundi qui suivait, j'ai pris ma voiture, je suis allé à Fumban. Mon neveu restait à Tchang et puisque mon oncle était toujours en Europe, lui de son côté, mon oncle lui donne quoi à l'université de Tchang, donc il n'était pas souvent dans la ville. Mon neveu restait à Tchang pour garder la maison. Moi j'étais à Fumban et j'ai un ami chrétien à Fumban. Je suis allé le 25 chez lui. Et j'ai pris 2 bouteilles de whisky, je me suis filmé avec. J'ai montré à mon camarade qui m'a invité de venir passer la journée avec lui pour prendre son grand frère. Il a vu la photo, il a dit que oh, ça tombe très bien. Tu as même 2 bouteilles de whisky, ça tombe bien, il faudrait venir avec le lendemain pour qu'on puisse prendre mon ami avec qui vient de la France. Il dit ok, il n'y a pas de problème. C'était ma dernière conversation avec lui. Du coup, le lendemain du 25, je restais à Fumban. On m'appelle, on me dit que mais Abdel, est-ce que tu as suivi que on a attrapé ton neveu, il est au commissariat. Il dit que mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a bagarré ou quoi? On me dit que non, ton neveu a sodomisé son camarade de classe. C'est-à-dire son camarade de classe qui était sage en maths. Il dit que non, là, mon neveu ne veut pas faire ça. Non, je comprends pas. Voilà, je prends la voiture, j'arrive sur Tchang. Voilà où l'histoire commence. On m'a fait comprendre ceci, qu'au fait, le 25 décembre, il paraît que, comme mon camarade qui faisait allemand m'avait invité de venir passer la journée avec lui pour prendre son ami qui venait de la France, pour qu'on puisse l'accueillir avec des bouteilles de champagne. Puisque je n'étais pas là, c'est l'autre camarade l'a remplacé, l'ami de mon neveu. Donc il m'a remplacé pour aller prendre son ami avec lui. C'était dans un hôtel. Ce qui s'est passé là-bas, c'est quoi? En fait, puisque c'est lui qui a raconté l'histoire qui s'est vraiment passé là-bas, c'est la victime. C'est lui qui est allé à ses rendez-vous et non moi. Il dit qu'arrivé là-bas, comme d'habitude,
Ils ont acheté les bouteilles de champagne, les whisky, tout. Ils buvaient avec des femmes et du coup, il paraît que on a dû mettre la drogue dans son verre pour qu'il puisse s'endormir. Et dès qu'il s'est endormi, donc les gars l'ont porté et l'ont amené dans une charre pour le livrer au monsieur qu'on disait qu'il venait de la France. Or, ces messieurs vivaient au Gabon. Ils ne vivaient pas en France. Voilà. Une fois qu'on l'a livré là-bas, apparemment le gars l'a sodomisé. Et une fois qu'on l'a sodomisé, on lui a laissé et on l'a jeté dans la rue de Tchang. Du coup, il est arrivé chez lui, presque fou, d'après ce qui est arrivé. Les gens du quartier l'ont ramassé, allé avec lui chez lui. Du coup, il n'arrivait même pas à raconter l'histoire le même jour. Et voilà, vous allez m'excuser, l'histoire est très longue, donc je vais essayer de couper. Donc, quand la famille du gars ont attrapé leur enfant sodomisé, il avait une force vraiment incroyable. On dit qu'on l'enchaînait. Il n'arrivait pas à accepter cela, donc il cassait les chaînes, tout. Voilà, le temps passe et les enquêtes commencent. On a arrêté mon neveu avec le gars d'allemand en question, puisque le camarade disait plutôt que non, c'est mon neveu. Mais à l'école, quand on était ensemble à l'école, il me dit que non, Abdel, c'est pas ton neveu. Ce jour, c'était plutôt le gars de l'autre à côté qui m'avait amené le 25 pour accueillir son ami avec lui. Et du coup, on m'a saoulé et on m'a drogué, on m'a amené là-bas. Mais tout le lycée était contre le gars qu'on avait sur le lycée. Mais on lui dit, puisque les gars, on avait même déféré les deux en prison, mon neveu et l'autre. Mais on lui dit, mais pourquoi quand tu arrives au paquet, tu ne dis pas la vérité? Il dit que non, qu'avant d'arriver au paquet, mon père et son avocat disent ce que je dois dire. Bon, l'histoire tournait, ils ont fait plus de 7 mois en prison. Et pour finir, on les a libérés. Et après avoir libéré les gars, ça n'a pas fait 3 mois et la victime est décédée. Parce que là, je suis resté chez moi un soir et du coup, sur mon WhatsApp, on balance souvent ces photos. Ben, j'ai vu la photo, j'ai eu la plus grande peur de ma vie. On disait que son ventre avait éclaté, il était noir, or que c'était un gras brun. Et comme je vous disais, j'ai trop sauté des étapes parce qu'une fois, après la sodomie, le gars venait toujours à l'école, mais quand il venait à l'école, il était le plus bête du lycée. Un gars qui sortait parmi les 5 premiers. En maths, il avait toujours 17-18 de moyens. Mais depuis que l'acte s'est passé, le gars n'arrivait même pas à avoir 1. Il avait demi, 0,75. Donc, il était même dernier de la classe depuis lors que cet acte s'est passé. Alors, je vais vous laisser et méfions-nous vraiment dans la vie. Désolé, c'est très long. Bonne soirée à vous, merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire rapidement. L'histoire que moi je vais raconter, c'est mon histoire, moi. L'histoire que moi j'ai vécue et que jusqu'à présent j'ai trouvé bizarre. Et l'histoire s'est passée en 2017-2018 par là, lorsque j'étais jeune et j'étais très naïve. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, j'étais là sur Facebook et il y a quelqu'un qui m'écrit. Et je vois sur le profil d'un footballeur de chez nous qui est connu, tout ça. Donc, le gars, il m'écrit, mais je vois qu'il commence à me draguer et tout. Donc, je me suis dit, c'est bizarre, peut-être c'est quelqu'un qui utilise son profil et tout. Donc, je lui répondais, mais d'une manière bizarre. Après, je lui faisais des vues, c'est-à-dire que je voyais ses messages et puis je ne répondais pas. Donc, le gars, il écrivait, et comme il a vu que je ne répondais pas, parce que j'étais bien sûr sur la méfiance, parce que je ne savais pas que c'était vraiment lui. Donc, le gars, il m'appelle. Il m'appelle directement sur Messenger. Et quand il m'appelle, il me dit, ouais, c'est tel.
Puis je reconnais la voix parce que bon, les footballeurs de chez nous, même si on n'a pas l'habitude de les fréquenter, mais au moins on les a déjà vus à la télé, on reconnaît un peu leur voix, leur façon de parler. Donc c'est comme ça, je reconnais, je dis, ah donc c'est vraiment toi. Il dit, oui, c'était moi, donc tu ne croyais pas que c'était moi. Je lui ai dit non, je me méfiais parce qu'on est sur Facebook et n'importe qui peut utiliser ton profil, n'importe qui peut se faire passer pour toi. Il dit non, rassure-toi que c'est vraiment moi. Donc c'est-à-dire qu'en dehors des photos qu'on avait l'habitude de voir sur Facebook, il m'a envoyé des photos à lui, tout ça, pour me rassurer que c'est vraiment lui. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à faire la conversation. Il a commencé à me draguer et tout. Il m'a dit, ah, tu me plais, je veux te voir, tout ça. Et en ce moment-là, lui, il joue en Allemagne. Donc, il m'a dit, ah, est-ce que tu veux venir, je paye ton billet, tout ça. Qu'est-ce que tu veux faire, du shopping, machin, machin. Le gars a commencé à me flatter un peu, me faire rêver. J'ai dit, ok, d'accord, pas de souci. Donc, achète-moi le billet. Donc, c'est comme ça qu'il a programmé le voyage. Il a programmé le voyage. Mais entre-temps, avant que la date n'arrive, on continuait de causer. Et j'ai constaté que c'est quelqu'un qui est très très jaloux, très possessif. Je ne sais pas si c'était la comédie qu'il faisait, mais il est très nerveux et c'est quelqu'un... Bon, voilà, il a le sang chaud. Donc chez nous les femmes, quand non, mais il est comme ça avec toi, je dis, ah, j'ai trouvé mon gars, il m'aime vraiment, il fait des crises de jalousie pour moi, tout ça. Mais bon, c'était du canular. Donc c'est comme ça. Il me prend le billet, j'arrive en Allemagne, j'arrive à Stuttgart. Et il a payé mon... Quand je suis arrivée, même, il a ramené la voiture pour venir me chercher et on m'a ramené directement chez lui. Donc j'arrive chez lui, aucune présence de femme, aucune présence d'enfant. Alors que j'avais vu sur les réseaux qu'il avait une femme, il avait des enfants et tout. Donc il a dit non, qu'ils ne sont plus ensemble, qu'elle n'habite pas avec lui, qu'elle habite ailleurs, tout ça, qu'ils ne sont plus ensemble. Donc moi je me suis dit, ah, donc j'ai vraiment trouvé mon foyer. Donc voilà. J'étais à l'aise et tout. Donc, le gars m'a dit, t'inquiète pas, mets-toi à l'aise. Il m'a même donné, tu vois, les hommes, comment je vais dire, pour te mettre à l'aise, ils te donnent ses vêtements, tu portes et tout. Alors que tu as déjà ramené tes vêtements de l'échange. Je me suis dit, ah, donc, c'est vraiment intéressant. Donc, il me donne ses vêtements, tout ça. Il me dit, mets-toi à l'aise, le frigo, il est là, il y a ça. Si tu veux faire à manger, tout ça. Ou si tu veux aussi qu'on sorte et tout. Je me dis, non. Que je sais faire à manger, donc voilà, je vais faire à manger tout. Donc c'est comme ça, le mec, le premier jour déjà, quand je suis arrivée, il m'a laissé, il avait fait je sais pas quoi, mais il a tardé un peu, donc j'ai eu le temps d'observer un peu la maison, de prendre une douche, tout ça, et de regarder dans la maison. J'ai vu qu'il y avait des statuettes, des trucs un peu bizarres, mais je me suis dit, bon, peut-être ce sont des trucs africains, les statues que je voyais, peut-être c'était des trucs africains. Donc bon, ça va pas trop faire peur. Parce que je me suis dit, bon, c'est normal, il y en a, c'est leur style de vie, quoi. Donc, c'est comme ça, je suis restée tout au long de la journée. Je ne sais pas s'il est parti à l'entraînement, il est parti de quoi ce jour-là. Et il a tardé un peu, donc il est rentré. Donc, il est rentré, on a eu le temps de manger, tout ça, de parler, de causer, tout ça, machin, machin et tout. Et après, je vois, le gars avait déjà ramené de la tosse, c'est quelqu'un qui boit. Mais moi, je ne buvais pas à cette époque, donc le gars, il a bu jusqu'à... Il s'est oublié. Donc il s'est oublié là. C'est comme ça, il était tellement fatigué que bon, on était assis dans le canapé en train de regarder la télé. Donc c'est comme ça, il a posé les pieds il a posé la tête sur mes pieds et c'est là, il s'est endormi. Donc je me suis dit, ah, c'est qu'il est fatigué. Donc j'ai pas voulu le déranger, je l'ai resté comme ça. Donc quand je l'ai laissé comme ça, il a dormi quelques heures après. Dans la nuit, il s'est réveillé. Il me dit, mais ah chérie, pourquoi tu ne m'as pas réveillé? Donc j'ai dormi longtemps comme ça. Je dis, ah, je me suis dit que tu étais fatiguée. Donc c'est pour ça que je ne t'ai pas réveillée. Il me dit, non, il fallait me réveiller, je serais allée dormir, tout ça. Je dis, ah, désolée. Donc c'est comme ça. Vous connaissez, hein, quand on boit, parfois il y a l'adrénaline qui est là. Donc là où il a bu, puis il s'est réveillé là. Donc il faut que quelque chose se passe. Donc c'est comme ça, on a eu des rapports intimes, tout ça. Et c'était la première fois. Là, c'était très chap-chap. Donc voilà. Après, on est monté, on a pris une douche et puis on a dormi dans la chambre. Mais pendant ce temps, moi, je pensais qu'il était plus avec sa femme. Hein.
Tout ça, là, c'est longtemps après que je vais apprendre tout ça. Donc, c'est comme ça, on a dormi dans la chambre et tout. Et le matin, il s'est encore réveillé, il est parti. Et cette fois-ci, il m'a dit où partait précisément, il partait à l'entraînement. Donc, il est parti et il revient. Quand il revient, il me sort une histoire à dormir des poules à lui. Parce que comme il joue en Allemagne, et il a dit que son équipe a perdu beaucoup de matchs et que les Allemands étaient fâchés. Quand ils sortent, parfois, on leur lance des pierres, on les insulte et tout ça. En tout cas, les gens sont violents avec eux parfois. En tout cas, dans la période où je suis venue le voir, c'était très chaud avec eux. Donc, il n'était pas le seul qui était victime de ça. Donc, du coup, ça fait qu'il évitait de sortir. Donc, il ne sortait pas trop. Donc, du coup, on ne pouvait pas aller faire du shopping ni aller au resto et tout. On était à la maison. Voilà. Et c'est comme ça, il m'a demandé, est-ce que tu veux rentrer, tout ça. J'ai dit oui, parce que moi, après, je dois travailler la semaine qui suit, donc j'aimerais bien pouvoir rentrer et tout. C'est comme ça, il m'a accompagné à la gare. Et sur le chemin, il s'est arrêté à une banque. Il a retiré une très forte somme. Je me rappelle à l'époque, moi je partais, j'étais en formation. Donc l'argent que je touchais en formation, c'était pas ça. Donc il m'a donné cette somme-là. Je me suis dit, ah, franchement, j'ai trouvé quelqu'un qui va me soutenir, qui va m'aider. Donc je n'ai pas montré ma joie, mais bon, j'étais contente. Mais je sais qu'il a compris que j'étais sûrement naïve et tout. Voilà. Il m'a donné une forte somme. Donc il faut me voir en train de dire à mes copines, ah voilà, comme ci, comme ça, telle personne, machin, tout. Il m'a donné telle somme, j'étais contente. Alors que l'argent qu'il m'a donné là, je ne savais même pas que c'était pour faire des trucs bizarres. Donc il m'a donné cette somme-là. Je lui ai dit merci. Et il m'a raccompagné à la gare. Il a pris mon billet. Et je suis rentrée. Mais quand il me disait au revoir, c'était un mot tranquille, genre comme comme j'ai dit, comme si tu as trouvé ton gars, quoi. Ah, il m'appelle, il me donnait des petits prénoms, mon bébé, ma puce, ma chérie, les trucs comme ça, tu vois. Il t'a pas montré directement que tu es une marchandise, parce qu'on connaît un peu les footballeurs, parfois ils s'en foutent. Il m'a montré du respect, il m'a dit, ah, t'as une femme qu'on peut marier. Déjà, quand j'étais chez lui, et que je faisais à manger, il me dit, t'as une femme qu'on peut marier, tout ça. Et même quand on devait sortir, il m'a dit, ah, bébé, tu veux que je prenne quelle voiture? J'ai dit, ah bah moi je sais pas. Il dit, non, bon, comme tu es habillé en rouge, on va prendre la voiture rouge, des trucs comme ça pour te faire kiffer. Quand même, tu es jeune, tu vois un peu le délire, tu es contente. Alors que le monsieur, il avait l'habitude avec les femmes. Donc, il me dépose à la gare. Et il me dit au revoir, tout ça, et voilà. Mais d'une manière qui m'a plu, quoi, bref. Donc, je prends mon train et je rentre. Et quand je rentre, bizarrement, quelques jours après, je fais un rêve. Et dans le rêve, je vois que nous sommes plusieurs filles et nous sommes dans l'eau. Nous sommes plusieurs filles, nous étions alignées comme ça. Nous sommes dans l'eau et chacune avait un serpent suspendu sur la tête. Et c'était clair en fait dans le rêve, c'était clair parce qu'il y avait la surface de l'eau qui était là et nous on était en bas. Et c'est comme si on était là, chacune était alignée et chacune avait un serpent suspendu sur la tête. Et moi j'étais la dernière qui venait de ramener. C'est-à-dire que j'étais la dernière qui venait de ramener dans l'endroit. Donc, je le vois passer et je lui dis, mais chérie, tu vas où, tout ça, que je viens avec toi. Il dit, non, non, attends-moi ici que j'arrive. Je dis, mais attends, je viens avec toi. Il dit, non, non, attends-moi là, j'arrive. Et chacune de nous était là. Et on avait un serpent suspendu sur la tête. Et j'ai compris qu'il y a quelque chose qui s'était passé, que le gars n'était pas simple. J'ai compris que le gars n'était pas simple. Mais je ne savais pas qu'est-ce qu'il avait pris exactement, qu'est-ce qu'il avait fait exactement. Donc c'est comme ça. Après que je fais le rêve, j'apprends que le gars il a été nommé capitaine de notre équipe de foot. C'est-à-dire qu'il jouait dans un club en Allemagne, mais l'équipe nationale du pays, là, juste après le rêve que j'ai fait, c'est-à-dire que juste après ce qu'il a fait spirituellement, il a été nommé capitaine de l'équipe de foot. Donc j'ai dit, ah, donc le rêve n'était pas par hasard. Le gars, il a vraiment fait quelque chose.
Et c'est comme ça, après, j'ai commencé à avoir des problèmes dans mes activités, ma vie financière, j'ai commencé à perdre tout ça. Et j'avais oublié de dire que moi, j'avais déjà une fille. J'avais une fille, et à l'époque, je crois, ma fille, elle avait peut-être 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans par là. C'était encore un tout petit bébé. Donc, du coup, j'ai commencé à avoir des problèmes et tout, des soucis. J'ai commencé à tout perdre, mon logement. C'était devenu difficile pour moi. Et c'est comme ça, un jour, dans mes promenades, je croise un homme de Dieu qui était en train d'évangéliser. Et l'homme de Dieu, bizarrement, c'était un ancien footballeur. C'est comme si Dieu voulait me parler ce jour-là. C'était un ancien footballeur, mais moi, je ne le connaissais pas. Parce que moi, ça faisait un moment que je vis en Europe. Et bon, il n'y a que ceux qu'on voit en train de jouer actuellement à la télévision que je connaissais. Donc le gars, il racontait son témoignage pendant l'évangélisation, que lui, c'était un ancien footballeur, qui est dans le domaine du football. Parfois, ils font des pactes. Et dans les pactes, ils sont obligés de faire certains rituels, d'avoir même des maîtres spirituels. Et les maîtres spirituels leur donnent des trucs qu'ils doivent boire ou même qu'ils doivent se laver avec, tout ça. Ou même parfois, même les filles avec qui ils couchent, tout ça. Les filles, elles pensent que elles sont trop belles, mais c'est parce qu'elles sont trop à la page. C'est elles qui cartonnent trop, c'est pour ça qu'ils viennent vers elles. Alors que le mec, il a déjà ciblé en fait. J'ai dit que soit le maître spirituel avec qui il travaille, ou même le marabout avec qui il travaille, lui demande de prendre un certain type de femme. Et, ou bien, par exemple, la femme il vient de rencontrer, il lui parle d'elle, et puis le mec lui dit si la fille elle a des grâces ou pas. Donc c'est comme ça, quand ils viennent vers toi, ils vont toujours prendre quelque chose. Et quand ils prennent quelque chose, c'est un échange en fait. Ils prennent ce que toi tu as de bon et ils te laissent ce qui est mauvais. C'est-à-dire que quand le mec il prend tes grâces, toi ta vie commence à dégringoler, tu commences à avoir tout ce qui est mauvais, maladie, tout ça, machin. Donc c'est comme ça. Le gars, quand il parlait, et il s'approchait vers moi et il était avec sa femme en plus. Ils ont commencé à évangéliser. C'était dans le train en plus, il évangélisait, il parlait. Et quand il a raconté son histoire, après je l'ai pris de côté. Je lui ai dit, moi je veux te poser une question. Que j'ai fait un rêve que je ne comprends pas, tout ça. Et j'aimerais t'expliquer pourquoi je me dis ce que tu en penses. Parce que l'histoire que tu m'as racontée là, ça me parle. Parce que dans son témoignage, il a même dit qu'il était de la Côte d'Ivoire et tout, qu'il était ivoirien. Donc c'est comme ça, je lui ai expliqué mon rêve, mais j'ai été le nom de la personne que j'ai vue dans le rêve. Donc c'est comme ça, il m'a dit, franchement, il y a un rituel qui a été fait dans le rêve, que il faut vraiment que tu donnes ta vie à Christ. Pourtant Christ, je connaissais déjà Dieu, mais bon, en tant que jeune, on est un pied dedans, un pied dedans, un pied dedans, un pied dehors. C'est dit qu'on connaît Dieu, mais on va rarement à l'église, on fait tout ce que tout le monde n'a pas fait. Parfois, on va en boîte, même on a peur que l'enlèvement se passe là où on est. Donc, voilà. Donc, il a dit que le mec, il t'a pris quelque chose. Et il y a quelque chose qui s'est passé spirituellement, tu as été sacrifié spirituellement. Voilà. Donc, quand tu vas te ressaisir, que tu vas commencer à marcher correctement, tu verras que ce gars-là, ses affaires vont commencer à se casser. Il m'a dit ça comme ça. Et après, on s'est séparés. Voilà, moi je suis rentrée chez moi. Et je me souviens que ce footballeur en question, j'ai constaté, il arrêtait de m'appeler, il m'appelait plus. Il était devenu bizarre, il était devenu froid. J'ai pas compris pourquoi. Donc moi je me suis dit, peut-être que dans mon entourage, il y a quelqu'un qui est parti raconter n'importe quoi sur moi, par jalousie, tout ça. Alors que c'était pas ça. C'était lui-même. C'était lui-même sa nature. C'était lui-même qui avait fini de faire ce qu'il avait à faire avec moi et qui voulait disparaître. Donc j'appelais, il ne répondait pas, je faisais tout, j'insistais pour le revoir parce qu'il m'avait fait des promesses, comme quand on devait se revoir, tout ça, en fait, comme un couple quoi. Donc c'est comme ça, quand j'ai appris que j'étais enceinte de lui, je l'ai appelé. Et il avait un ami à lui qui était très proche aussi. J'ai appelé cet ami là pour lui dire, voilà, que je suis enceinte et tout. Donc je lui ai envoyé des messages. Et là, il m'appelle et tout. Il commence à me faire des histoires. Que non, tu n'auras pas d'argent. Que c'est comme ça vous êtes. Vous pensez que parce que comme je suis connue, si tu as une grossesse de moi, je te donne de l'argent, tout ça. Il a commencé à jurer sur la tête de ma mère, tu n'auras rien.
Tout ça, il a commencé à faire des histoires, machin, machin. Donc bon, pour être assez bref, hein, donc ça s'est mal passé. Et vu que, comme je l'ai dit précédemment, moi j'avais déjà une fille. Voilà, donc je me suis dit, je ne vais pas me retrouver avec 2 enfants de où voilà, je suis seule à m'en occuper. Donc du coup, la grossesse était déjà avancée, hein, mais je l'ai fait sauter. J'ai fait sauter la grossesse. Donc c'est comme ça. Suite à cela, moi ça va me créer des problèmes après. Même jusqu'à présent, dans mon mariage, j'ai du mal. J'ai du mal parce que y a un truc qui a été fait. Et moi, dans l'ignorance, je suis venue ouvrir la porte et aider en fait le mouvement. Donc c'est comme ça. Vu que l'alliance qu'il avait fait, le pacte qu'il avait fait, non, ça ne savait pas sur quoi ça reposait. Et sur quoi exactement il devait, qu'est-ce qu'il devait prendre exactement. Donc moi, je l'ai aidé. Parce que dans le monde spirituel, c'est une affaire de droit et de légalité. Donc depuis que j'ai fait ça, j'ai remarqué que malgré même que je suis mariée, toutes mes grossesses, c'est que des fausses couches, des fausses couches, des fausses couches, des fausses couches. Donc c'est comme ça. Vu que je vivais toutes ces fausses couches-là. Mais avant de me marier aussi, en 2000, parce que lui, je l'ai rencontré en 2017. Donc dans les années 2019, par là, 2018-2019, par là, j'ai commencé à devenir très bizarre. J'ai commencé à avoir des problèmes de santé bizarres. Mes parents étaient tellement inquiets qu'ils ont commencé à m'envoyer dans les églises pour faire des délivrances, tout ça. Et franchement, j'ai encore les photos de moi. Les gens, ils ont dit, ah, quand on me voit, on dirait quelqu'un qui est déjà morte. C'est-à-dire que j'avais perdu mon éclat spirituellement, j'avais maigri, je ne mangeais même plus. Et c'est comme si en fait, j'étais pas là en fait. Moi qui suis en Europe depuis 2011, j'avais du mal à sortir. À cette époque-là, quand le problème est arrivé, j'avais du mal à sortir seule. Quand je sors, j'entends des voix et parfois même je me perds. J'entends des voix, j'ai l'impression qu'on se moque de moi alors qu'il n'y a rien. Tout ça c'était dans ma tête. C'était, en fait, le truc était devenu comme une folie en fait. C'était devenu comme une folie. Donc c'est comme ça, mes parents ont comme ça, c'est la délivrance, c'est la délivrance, c'est la délivrance. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu avoir la délivrance. Ça a pris du temps, mais j'ai pu avoir la délivrance. Et le Seigneur m'a demandé de rester tranquille. C'est-à-dire que de rester tranquille et de ne pas retourner en fait dans le monde. Parce que le monde qu'on voit, ce n'est pas ce que nous on pense. Toute chose a une base spirituelle. Et à cette époque, moi, mon affaire de footballeur, franchement, c'était très bizarre parce qu'il n'y avait que des footballeurs qui venaient vers moi. Que des footballeurs. Donc je me disais peut-être que j'avais une grâce pour ça et que j'allais peut-être marier un footballeur. Alors que les footballeurs qu'on voit, ils sont très bizarres. C'est des gens, pour avoir la gloire, ils ont fait des pactes avec le diable. Et parfois, quand tu viens, tu tombes dans leur piège. Sans le savoir, si tu n'es pas protégé spirituellement, si tu n'as pas Christ, tu tombes dans leur piège. Donc, c'est comme ça. Quand j'ai commencé à me ranger, commencé à rester droite, à rester dans mon coin et à prier. Là, ça fait plusieurs années maintenant. Là, on est en 2023. Donc, ça veut dire de 2021 jusqu'à 2023, j'arrête pas d'entendre des nouvelles et de faire le constat moi-même sur les réseaux que le footballeur en question, sa vie est en train d'aller de mal en pire. Il commence à tout perdre. C'est-à-dire que cette femme avec qui il était, avec qui il a eu plusieurs enfants, il était avec elle depuis des années. Il a laissé, il allait prendre une chanteuse de chez nous. Donc, c'est avec cette chanteuse-là maintenant que sa vie est en train de se gâter. Il est en train de perdre toutes ses affaires, tous ses business sont en train de se gâter et je vois ses photos. Ça va vraiment pas chez lui. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Parce que ce mec-là, quand il a refusé ma grossesse, à la même époque, cette chanteuse-là était tellement enceinte aussi de lui. Donc, il a préféré reconnaître la grossesse de la chanteuse. Moi, je me suis dit, bon, certainement, elle, c'est une chanteuse et moi, je ne suis pas connue. Donc, il a préféré accepter sa grossesse à lui, parce qu'elle est connue. Donc, c'est comme ça. Il est resté avec elle, mais leur relation était cachée. Et maintenant, ils ont commencé à dévoiler sur les réseaux sociaux tout ça, qu'ils sont ensemble depuis des années, tout ça. Non, moi, je le savais déjà. Donc, ils ont commencé à dévoiler tout. Elle a même fait 2 enfants pour lui. Mais en tout cas, le mec,
Et il a été chassé de l'équipe nationale déjà. L'équipe nationale où il avait été nommé capitaine, il a été chassé. Et ses business ont commencé à se gâter. Et le constat que je fais, c'est que vu que spirituellement, il y avait eu un sacrifice, donc le mec, il utilisait nos grâces pour lui être élevé. Et plus il était élevé, plus nous, on avait des problèmes. C'est-à-dire que notre vie même commençait à devenir merdique, en fait. Donc, il fallait qu'on cherche une protection. Et cette protection spirituelle, cette couverture spirituelle, là, lorsque je l'ai eue et que je me suis attachée, je ne suis plus quittée, j'ai commencé à demeurer dans la présence de Dieu avec la prière. J'ai vu que lui, il a commencé à perdre de son côté. Parce que puisque les bénédictions qu'il a ne sont pas à lui, ce sont des bénédictions des femmes avec qui il a eu des rapports, des femmes avec qui il a couché. Il leur a appris des choses. Donc c'est comme ça que lui, il a commencé à avoir des problèmes, des difficultés dans sa vie. Donc j'ai rendu mon témoignage. Jusqu'à présent, le mec et moi, on n'a pas repris contact. Mais si j'ai un conseil à donner à mes soeurs, parce que j'ai fait le constat, beaucoup de mes soeurs étaient comme moi. C'est-à-dire que tout le monde veut avoir un footballeur dans sa vie, tout le monde veut être avec quelqu'un qui est financièrement aisé. Chez nous au pays, on les appelle les babatiers ou les sponsors, les trucs comme ça. Alors que ce genre de personnes, on ne connaît pas quelle est la base de leur argent. Donc, j'aimerais dire à mes soeurs, même si nous avons nos petits gars, nos petits copains qui n'ont rien, mais qui nous aiment, restons avec, grouillons avec eux, jusqu'à ce qu'ensemble, on devienne quelqu'un. Parce que celui-là que tu vois qui a déjà tout là, tu ne sais pas d'où il enlève son argent. Et tu ne sais pas comment lui te voit. Donc, tu vas aller perdre beaucoup. Et pour des miettes qu'il va te donner, parce que l'argent qu'il va te donner, tu te diras pour toi que c'est une forte somme que tu n'as jamais reçue depuis que tu es né. Mais c'est des miettes par rapport à ce qu'il va te prendre spirituellement. Donc, c'était ça, mon histoire. Merci. Merci. Commentez, likez, partagez. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonjour DMG TV, bonjour à tous les abonnés. Et je suis encore là pour pouvoir parler un peu et essayer de raconter une histoire similaire à celle de notre sœur actuellement qui dit qu'elle a un serpent dans le ventre et qu'elle cherche actuellement des solutions pour ça. Et beaucoup de gens n'arrivent pas à croire que comment un serpent peut être dans le ventre d'un être humain. Et je peux vous l'affirmer que ça se passe. Beaucoup de gens ne comprennent pas que les mystères qui se passent en Afrique, les choses qui se passent en Afrique, dans le règne spirituel, c'est tellement grave. Nous devons comprendre que dans le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde qui est mystérieux. Le monde est tellement mystérieux que si Dieu ne nous donne pas les yeux pour pouvoir voir ce qui se passe dans le règne spirituel, nous ne pouvons pas comprendre ce qui se passe dans le physique. Nous allons juger à tort et à travers. Donc ce qui arrive à cette sœur, vraiment moi j'ai de la peine pour elle et je veux que une solution soit trouvée. Et dans ça, je vais vous raconter une histoire concernant le serpent dans le ventre. L'histoire s'est passée au Bénin, où je vais taire un peu le nom des zones dans lesquelles les choses se sont passées pour pouvoir éviter certains commentaires. Donc ces deux filles voulaient avoir de l'argent facile, comme vous savez. Genre, à chaque fois quand ils vont parler à un homme, l'homme va leur juste leur donner de l'argent sans demander en fait pourquoi tout ça là. Donc les deux filles se sont dit, bon, comme nous voulons de l'argent facile, mais pourquoi ne pas trouver un vieux qui va nous faire un rituel, quelque chose comme ça pour que nous puissions avoir de l'argent. Quand nous demandons à cet homme, donne-nous 100 000, donne-nous ceci, comme ça, il va donner vite fait. C'est comme ça, l'une des filles dit, au nord du Bénin, qu'il y a un vieux qui a agi comme ça, dans ce sens, à l'une de ses amies. Donc du coup, comme elle veut qu'on fasse ça, donc il n'y a pas de souci. Ils ont pris rendez-vous et puis sont partis chez le vieux.
Le vieux les a fait ce qu'il va faire, les a donné des produits. Et ce qui est bizarre dans tout ça là, quand nos soeurs et nos frères partent faire quelque chose pour avoir la vie facile, pour avoir de l'argent rapidement, ils ne demandent même pas les conséquences qui suivent par derrière. Et qu'est-ce qui s'est passé? Une fois que la cérémonie a été faite à nos soeurs, le vieux leur dit, vous devez faire tout. Dans une semaine, vous devez coucher au moins avec 2 hommes. Minimum 2 hommes. À ne pas rater. Les filles ont dit, donc c'est seulement ça. Le monsieur a dit, oui, c'est ça. Et puis, ils se sont rentrés sur Cotonou. Ils ont commencé par faire leur vie. Tout ça là, tout allait bien. Et un jour, l'une des filles, il y a quelque chose qui s'est passé et un membre de leur famille est mort. Donc, la fille est obligée de raccompagner la famille pour aller au village, essayer de faire la cérémonie, les rituels pour pouvoir faire l'enterrement, tout ça là. Donc, on a besoin d'elle au village pour pouvoir faire, comme on peut dire, après l'enterrement, la fête, tout ça là. Donc, elle a oublié complètement que dans une semaine, elle devait coucher au minimum avec 2 hommes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Une fois au village, la période de 7 jours s'est écoulée et le 8e jour, voilà la cuisine comme ça. Elle sent l'envie comme si elle veut aller faire pipi. Elle part seulement derrière et en voulant se soulager, c'est comme ça elle voit la tête de serpent sortir entre ses jambes. Elle a commencé par crier et beaucoup de gens se sont venus. Merde, ça c'est quoi ça? Un serpent qui sort à l'intérieur d'une femme. Ce que beaucoup de gens n'ont jamais vu. Du coup, tout le monde est bouleversé. Ils sont partis voir les charlatans du village. Le cas les dépasse. De gauche à droite, 2 jours. 3e jour, c'est là quelqu'un a proposé, bon, allons voir un homme de Dieu. C'est comme ça qu'on a transporté la fille et arrivé chez l'homme de Dieu. On a mis la fille au milieu et puis ils ont commencé par prier, par proclamer, par prier comme ça. Puis la fille a poussé un grand cri. Quand elle a poussé un grand cri comme ça, et puis elle s'est évanouie. Et en même temps, les hommes de Dieu ont commencé par louer l'Éternel. Et c'est là quand la fille s'est réveillée, on lui demande qu'est-ce qui s'est passé. Elle dit au moment où on priait, c'est comme ça, elle voit un homme pygmée qui a attaché une paille rouge au niveau de ses reins, qui est venu avec une marmite en argile, bon, voilà une marmite en argile comme ça, qu'il a ouvert ça et le serpent a quitté ses entrejambes qui est rentré dans la marmite et puis le pygmée a refermé ça et puis il a disparu. Et on dit voilà que actuellement tu es déjà délivré et que maintenant tu dois te mettre sur le chemin du Seigneur. Donc en fait l'histoire de serpent dans le ventre, ce sont des choses qui se passent réellement. Ce sont des choses qui se passent réellement et que je peux dire à beaucoup des hommes de faire très attention aux femmes qu'ils trouvent première venue le coup tiré parce que vous ne savez pas ce que ces femmes se promènent. Et beaucoup de femmes promènent avec des esprits, mais elle ne peut jamais vous dire que nous avons ceci, nous avons cela entre nous. Et quand vous irez avec eux, soit c'est le travail qui se gâte, soit et vous faites par exemple un accident banal et puis c'est la mort. Parce que ces femmes ont pris en vous, par votre semence, la chance, l'énergie, et puis c'est fini. Donc nous devons comprendre aussi que dans ce monde spirituel, avec les esprits démoniaques qui sont, il y a la sirène mère qui a ses enfants qui sont et le mari de nuit, la femme de nuit
le serpent et le dragon, avec les bêtes sataniques qui sont les démons comme ça. Donc si quelqu'un dit, il voit les serpents, les esprits de serpents comme ça, nous devons comprendre que c'est quelque chose qui n'est pas facile à supporter. Nous devons comprendre que ça peut arriver à nos proches. Et on n'a pas besoin d'aller signer seulement un pacte avec le diable, même avec la famille. Si la famille est une famille idolâtre, où pendant des générations, nos arrière-grands-papas et nos grands-papas se sont donnés à des traditions où ils vénèrent le serpent. Du coup, c'est la lignée qui continue. Et tous les enfants qui naîtront de ce sang, de cette famille, ou bien des cérémonies, parce que beaucoup de gens, quand les enfants, avec les nouveaux-nés, les placenta, on ne sait pas quelle cérémonie on fait sur ça. On présente l'enfant à des idoles comme ça, et puis il y a des esprits qui rentrent dans ces personnes, et c'est fini. Donc voilà un peu l'histoire que j'ai à partager avec vous, et nous devons tirer soit des leçons dans tout ce qui se passe sur cette page. Merci bien. Merci pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 7e histoire. Oui, bonsoir DMG. Voilà ma deuxième histoire. Ça se passe toujours dans la ville de Tchang, toujours dans les années 2016-2017. Il s'agissait d'un homme marié avec 2 femmes. Voilà, cet homme sortait avec une étudiante dans la ville de Tchang et les deux menaient leur relation tranquillement. Entre-temps, l'étudiant avec sa camarade de classe qui était Bamoun et lui racontait souvent certaines choses qui se passaient entre lui et son homme. Il disait souvent, voilà, mon homme me donne les 100 000 francs, les 200 000 francs, parfois par semaine. Donc en un mois, elle pouvait avoir 300 400 000 francs venant de ce que son amant lui donnait. Mais entre-temps, elle a dit quelque chose à sa copine que quelque chose l'intriguait. Elle disait ceci, quand je fais l'amour avec mon homme, je sens qu'il se transforme en serpent et me pénètre. Vous savez les femmes, sa copine a dit que non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'un homme peut se transformer en serpent pour venir coucher avec toi. Voilà, elles sont données rendez-vous et sont attendues. Elle a dit que ok, samedi, je rendez-vous avec mon homme. Donc, ce qu'on va faire, le samedi, tu vas venir te cacher dans mon placard. Une fois que mon homme va venir et que on va commencer à faire l'amour, tu verras toi-même. Ils se sont entendus, ils ont pris rendez-vous. Voilà le samedi qui arrive et sa copine vient. En fait, ils ont exécuté le plan comme elles se sont arrangées. Voilà, au moment de faire l'amour avec la femme en question, voilà, une fois qu'il commence, l'homme commence à se transformer en serpent boa. Voilà la femme dans le placard ayant vu ce qu'elle n'a jamais vu, elle a crié. Et ça s'est passé dans une cité dans la ville de Tchang, donc je préfère taire le nom de la cité. Une fois qu'elle a crié, voilà comment l'homme a su qu'il y avait une autre personne dans la chambre. Voilà, l'homme commence par tuer, puisque sa copine avait découvert son secret. Il a commencé par tuer sa copine et par la suite tuer sa camarade Bamoun qui était dans le placard. Et une fois que le voisinage a entendu les bruits, sont venus forcer la porte et casser. Une fois qu'on est entré dans la chambre, on a vu l'homme qui était déjà revenu homme. Mais sur son ventre, il y avait une grosse plaie. On disait qu'il n'avait pas encore fini de se transformer en homme, donc de finir de se métamorphoser. Et entre-temps, l'homme disait à la population que non, je voulais me suicider parce que je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela.
Voilà comment on a arrêté la police, on a attrapé l'homme et actuellement, il est toujours dans la prison de Djang. Voilà mon histoire de ce soir. Merci DMG. Ce que j'aimerais donner comme conseil à nos sœurs, c'est que évitons souvent de sortir avec déjà même les hommes mariés, parce que les hommes mariés, vous ne savez pas d'où bon, en fait, excusez-moi, je pense que la morale, chacun a sa morale. Bonne soirée. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 8e histoire. Bonjour, je vais vous raconter mon histoire que je vis actuellement, mais j'aimerais cacher mon identité pour ma sécurité. On ne sait jamais et je n'aimerais pas que la personne qui se sentira concernée par rapport à cette histoire puisse se reconnaître parce que je suis vraiment dans la peur. Donc, je suis au Gabon. Je vivais en province. Je ne vais pas donner tous les indices parce qu'il faut que je me cache. C'est comme ça que je décide d'arriver en province. Donc, en venant en province, je dis quoi? C'est comme ça que je décide d'arriver à la capitale. En venant à la capitale, je sollicite de l'aide à une de mes tantes si elle peut m'héberger pour un temps. Chose qu'elle a acceptée. Dans la vie, les apparences sont trompeuses. Il ne faut pas faire confiance à n'importe qui, même si c'est ton parent. Il ne faut pas faire confiance parce que les apparences sont vraiment trompeuses. Je continue mon histoire. Donc, ma tante accepta de m'héberger. On passait des bons moments ensemble et tout, bien. Jusqu'à un moment, la tendance a changé dans la maison. Mais bien avant que la tendance ne change, elle me racontait des histoires un peu louches, du genre les parents du côté de son père l'en veulent parce qu'elle est riche, parce qu'elle a les moyens, parce qu'elle travaille. Jusqu'à un jour, on l'a donné une viande gaspillée et tout. Trop de tralala qu'elle me racontait. Après, elle me dit, la viande là est là, mais elle voudrait que je l'aide à nettoyer le congélateur. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Puisque je ne fais rien, moi, ça ne me dérange pas. On va nettoyer le congélateur. Les jours passaient. Dieu lui-même, il sait comment il fait ces choses. On n'a jamais nettoyé ce congélateur en question. Je ne touchais pas à la nourriture de cette femme si elle ne me donnait pas l'autorisation. Quand elle me donne l'autorisation, je touche. Tant qu'elle ne m'a pas donné l'autorisation, je ne touchais pas. Déjà, je suis une jeune fille. Donc, rester à la maison, pour moi, c'était comme une prison. Donc, du coup, en journée, je ne suis pas là. Je me balade. Elle-même me disait souvent, mais tu manges à quel moment? Tu n'iras jamais à la maison. Tu es tout le temps en train de te balader. Le dehors est dangereux, machin. Beaucoup de trucs. Voici comment la tendance a changé. C'est comme ça que j'ai trouvé un travail. Dans un premier temps, j'ai trouvé un travail dans une boîte de nuit. Je n'ai pas fait 2 semaines, on m'a enlevé sans raison. Je suis restée à la maison. J'ai trouvé un autre travail. Là-bas, j'ai fait 1 mois. Après les 1 mois, on m'a enlevé au travail sans raison. Je demande à ma patronne, pourquoi tu m'enlèves au travail? Elle me dit, elle n'a aucune explication à me donner. Elle ne veut plus travailler avec moi. J'ai supplié ma patronne de me reprendre au travail. Elle m'a dit qu'elle devait réfléchir. Le même jour que ma patronne m'a licenciée au travail, le même jour, ma tante me demande de libérer sa maison. C'est comme ça que j'ai dit à ma tante que, tantine, laisse-moi jusqu'au 18 mars le temps pour moi de trouver une solution. Elle me dit non, elle ne peut pas attendre jusqu'au 18 mars. C'est trop. Il faudrait que je libère ma maison
sa maison aujourd'hui même. J'ai dit ok, d'accord, j'ai compris. Je vais trouver une solution. C'est comme ça, le même jour, je trouve une solution. J'ai trouvé une chambre. J'ai aménagé la chambre comme il fallait. Maintenant, je suis retournée chez ma tante. Comme il fallait qu'on m'envoie les sous, parce qu'il fallait que je me prenne un matelas, un ventilateur, les choses essentielles, pourvu seulement que je libère d'abord la maison de ma tante, parce que elle n'était plus vraiment agréable, elle était devenue désagréable comme ça, subitement, tout d'un coup. J'ai libéré, donc j'ai fait les courses, j'ai acheté le matelas, j'ai acheté le ventilateur, j'ai acheté le tapis. Maintenant, il a fallu que j'aille récupérer mes affaires. En soirée, quand je pars pour aller récupérer mes affaires, je me rends compte qu'elle a mis la clé à l'intérieur de la maison. Donc, ce qui fait que quand vous avez une double clé, vous ne pouvez pas ouvrir la porte par le dehors. C'est comme ça que je l'appelle, je dis non. Tantine, je suis là, je vais récupérer mes affaires. Elle me dit, elle n'est pas là, elle est de garde. Pourtant, moi, je connais ses jours de garde. Ce jour, elle n'était pas de garde, mais elle m'a répondu à moi qu'elle était de garde. J'ai dit, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Je suis retournée dans ma chambre. J'ai fait 3 jours avec une même tenue au corps. C'est le 3e jour qu'elle m'appelle pour me dire qu'elle est à la maison en soirée. Je pars sous la pluie, je récupère mes affaires. Je lui ai remis sa clé. Je l'ai remercié de m'avoir hébergé chez elle pendant plusieurs mois. Et je suis rentrée. Mais j'ai remarqué que les habits que j'avais lavés, ça ne faisait même pas une semaine, sentaient les cacas des rats et les pipis des rats. Je regarde pour voir s'il y a, on appelle ça comment, s'il y a des traces ou des pipis des rats, rien. J'ai pris, j'ai lavé. Quelque temps après, je tombe malade. Je tombe sérieusement malade. Il y a de cela 3 à 4 jours, je tombe malade. Je vais à l'hôpital dans la nuit. Comme elle travaille dans un hôpital qui est un peu plus rapproché du quartier où je reste, c'est comme ça que je m'en vais là-bas dans la nuit. Je voulais même l'appeler. Un cœur me dit, ah mais il y a ta tante qui travaille là, appelle-la. Un autre cœur me dit, non, ne l'appelle pas, ne l'appelle pas. C'est comme ça quand on arrive, on ne me reçoit pas. On me demande d'aller ailleurs. Je pars ailleurs, on fait les examens, on ne voit rien. On m'a donné juste quelques calmants puisqu'on ne voyait rien dans les examens. Je suis rentrée à la maison. Ça n'allait toujours pas. C'est comme ça, il y a une de mes soeurs qui décide de venir me rendre visite. Depuis que je suis malade, elle n'est jamais venue me rendre visite. Elle décide de venir me rendre visite. Quand elle vient, elle me trouve, je suis en douleur, je suis en larmes, ça ne va pas. Elle décide de m'emmener chez un prêtre exorciste. Elle m'emmène chez un prêtre exorciste. À vue d'eux, il me dit, ma chérie, tu as bien fait d'arriver à temps. Parce que si tu n'arrivais pas à temps, la date que tu devais mourir était prévue le 18 mars. Donc le même 18 mars que j'avais demandé à ma tante de m'accorder du temps, si je pouvais rester chez elle jusqu'au 18 mars. Donc c'est la même date que on avait prévu que je devais mourir. Il m'a fait des prières. Il m'a dit ça va aller. Il a d'abord commencé une première délivrance. Après, il m'a remis une liste des choses qu'il fallait acheter pour que le lendemain, je repartais pour refaire les délivrances. Il m'a dit, je suis dans le noir. On a voulu prendre quelque chose sur moi, mais la personne n'a pas pu. Donc, la petite moitié que la personne a pris là, il va remettre ça. C'est comme ça que je rentre. Le lendemain, je repars. Je fais ma confession. Il m'a dit, fais ta confession. Si tu es innocent, tu ne connais rien, la personne lui-même va se dévoiler et il va ressentir ce que tu es en train de faire, le travail spirituel que tu es en train de faire. C'est comme ça que je terminais ma confession. Il a commencé à me faire des prières. Pendant la prière, le téléphone sonne. Je suis encore dans l'église, le téléphone sonne. Et ça fait déjà plus de 3 semaines que je ne suis plus chez ma tante en question. Le téléphone sonne. Il termine de me faire les prières. Quand il termine de me faire les prières, c'est après quand je reprends maintenant bien mes esprits parce que je n'étais pas en moi. Je regarde le téléphone. Je me suis même dit que c'était le père de mes enfants. Quand je regarde le téléphone, je vois c'est ma tante. Je dis, ah, elle veut quoi?
Quand j'essaie d'appeler, ça ne passe pas. Elle avait déjà appelé ma mère. J'insiste, rien. Donc, chemin faisant, ma mère m'appelle, elle me dit, ta tante vient de m'appeler, elle est fâchée, il faut mettre au crédit, tu m'appelles. Je suis perdue. C'est comme ça, je bip ma tante, elle me rappelle. Quand elle me rappelle, elle me parle doucement, elle me dit le gigot de viande que j'ai mangé chez elle, que je lui rembourse au gigot de viande. Je n'ai même pas eu le temps de m'exprimer. Elle a commencé, tu n'es qu'une sorcière. Tu es une sorcière, tu es vaincue au nom de Jésus. La souffrance que tu souffres là, c'est rien. Tu vas souffrir plus que ça. Ploup, elle a raccroché. Elle a raccroché. Et depuis ce jour, elle m'envoie vraiment des voices terribles. Je vais mourir, j'ai des mauvaises choses sur moi, machin. Quand on arrive chez quelqu'un, on ne met pas la main n'importe où, machin et tout. Alors que moi, je n'ai jamais touché ce gigot de viande qu'elle est en train de dire que j'ai des choses sur moi, je vais mourir. Toutes les personnes qui ont mangé la viande là sont mortes et tout et tout. Pourtant, moi, je ne me reconnais rien dans ça. J'ai dit merci au Seigneur Jésus parce qu'il m'a sauvée, parce que je suis innocente, parce que je ne connais rien dans ça. Voici mon histoire mystique. Donc aujourd'hui, j'en souffre, mais avec les prières, ça va. Donc dans la vie, il ne faut pas faire confiance à tout le monde. C'était ça ma petite histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 9e histoire. Bonjour DMJ. C'est la 2e histoire que je raconte. C'est l'histoire de mes ex-voisins, parce qu'ils ne sont plus mes voisins en fait. C'est un couple qui a eu à avoir 4 enfants, dont une fille, l'aînée, un garçon et les jumeaux, les derniers, les enfants qu'ils ont eu ensemble. C'est comme ça. Ma voisine, le premier enfant, c'est le genre d'enfant qui ne marche pas, qui ne parle pas, qui fait tout sur place, même qui ne s'assoit même pas. Mais l'enfant avait déjà, je pense, 13 ans ou 10 ans comme ça. Donc c'est comme ça que ma voisine a quitté son foyer, là où elle était avec mon voisin, pour aller dans un autre foyer, dans la même ville, dans la même province, la même ville et le même quartier. C'est juste un peu la distance un peu qui fait en sorte qu'elles étaient... Mais c'était toujours dans le même coin. C'est comme ça. Avant qu'elle ne parte d'abord, l'enfant était allongé. L'enfant, en fait, c'était une charge pour elle. Elle a fait en sorte que son frère, son parent à elle, pendant qu'elle est au bar, vienne violer l'enfant dans la maison. Donc, quand nous, les voisins, nous sommes à côté, nous, on écoute l'enfant faire, comme elle ne parlait pas, elle ne criait pas, on entend juste l'enfant pousser un cri. Quand on vient voir, c'est l'oncle qui est sur la nièce. Et c'est comme ça, on a voulu l'emmener à la gendarmerie, à la police. Et c'est comme ça, ils ont réglé ça. Amiable s'est fâché, c'est mon oncle, on va régler ça avec ma famille. Donc nous, on a laissé. C'est comme ça, quelques jours après le viol de la petite fille, donc l'aînée, une des jumelles. Donc, comme il y a les jumeaux, il y avait la fille et le garçon, donc la fille décède. C'est comme ça, elle décide de faire partir l'enfant chez ses parents avec son mari, donc mon voisin. Eux, ils décident de faire partir leur enfant chez leurs parents. C'est comme ça, en faisant ça, elle quitte le foyer, elle part dans un autre foyer. Et mon voisin reste toujours à la maison. Mais les deux n'envoient pas, ne contribuent pas ne contribue pas aux besoins de l'enfant là-bas, la personne qui garde, sait que l'enfant mange, non. Donc c'est comme ça qu'on renvoie les enfants. À ce moment-là, mon voisin avait construit une maison non loin de là où j'habite, non loin de là où non loin de là où on habitait. Donc il a construit une maison qui était inachevée. Donc c'est comme ça, il a perdu le travail, il est parti maintenant travailler là. Donc quand l'enfant est revenu, il est en forêt, il savait que l'enfant est arrivé parce qu'on envoie souvent les nouvelles. Ceux qui rentrent, on envoie les nouvelles. C'est comme ça. La fille n'a pas dit à son nouveau mari qu'elle avait un enfant de ce genre. Donc c'est comme ça que le mari a dit à la fille que si tu veux que ton enfant vienne chez moi, donc tu sors de ma maison. Et pendant ce temps, dans son nouveau foyer, elle avait eu à donner ce monsieur les jumeaux. Donc c'est comme ça, il lui restait
le jumeau, que sa sœur est décédée, avec le garçon et la fille qui ne marchait pas, plus les jumeaux. Donc c'est comme ça elle est venue abandonner son enfant dans la maison inachevée de son mari. Pendant que lui, ce dernier, il n'était pas là. Donc ce sont les voisins. L'enfant faisait comme l'enfant ne mangeait pas. Ce sont ses propres selles. Quand l'enfant mange, ce sont ses propres selles qu'elle met à la bouche. Elle n'avait, je ne sais pas, DMG, c'était vraiment horrible. Horrible, DMG, horrible. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Donc c'est comme ça. On a eu à appeler le mari, envoyer les nouvelles au mari en forêt que sort. Voici ce qui se passe comme ça. C'est comme ça qu'il a eu à partir à la gendarmerie pour dire que moi je travaille, je n'ai pas de femme pour garder mon enfant. Elle, c'est la mère, elle n'a qu'à garder l'enfant chez lui. C'est comme ça qu'on a convoqué la dame à la gendarmerie pour aller s'expliquer. La dame dit non, moi je peux pas, mon mari ne veut pas que je garde l'enfant là-bas, s'il me chasse de la maison, je veux partir. Mais on dit c'est pas une raison valable. Si votre mari vous a aimé avec votre enfant. Le mari dit non, moi je ne l'ai pas chassé par rapport à ça, c'est parce qu'elle m'a pas dit qu'elle avait ce genre d'enfant. Et moi aussi je garde déjà 2 de ses enfants, plus ce qu'elle m'a donné, ça fait 4. Donc moi aussi j'ai mes charges, je ne peux pas accepter ça. Donc c'est comme ça, en absence du mari. En fait, depuis elle voulait que l'enfant mourait. Donc en absence du mari, pendant que nous sommes et la population du quartier et les gendarmes, nous sommes allés déposer l'enfant chez elle dans son foyer. C'est comme ça, elle, à 21h, elle part laisser l'enfant à la poubelle qui est non loin de là où le mari habite. C'est comme ça, des gens du quartier qui passent voient l'enfant en train de manger les escargots. DMG, c'est quelque chose de très vrai et de très, très, très récent. Quelque chose que pas qu'on m'a raconté, que moi-même j'étais. On voit les enfants manger les escargots dans la poubelle avec l'eau sale DMG. C'est que pour elle, l'escargot était nous. Elle n'avait même plus cet enfant-là, même parfois quand les voisins venaient pour laver cet enfant-là, la nettoyer, elle ne connaissait plus ce qu'on appelle la nourriture, vu qu'elle a habitué à manger les caca, la saleté en fait. Même le fou, lui, mange quand même la nourriture, mais cet enfant-là mangeait plus ses caca, ses pipis. Donc elle mangeait les escargots crus. Aïe. Ces escargots crus. DMG. C'est comme ça, les gens du quartier ont filmé, ont emmené à la gendarmerie. C'est comme ça, on a pris l'enfant, on a donné au mari et nous sommes allés la chercher là-bas, on a donné la convocation. DMG. C'est comme ça que le mari dit mais non à son rival. Donc mon voisin dit à celui qui est le mari de son ex que allons-y à la gendarmerie, tu veux écouter la vraie histoire de l'enfant là, parce que les jumeaux aussi qu'elle a fait avec le nouveau monsieur ne marchaient pas. Ils avaient pratiquement 1 an. Ils ne marchaient pas, ils ne rompaient pas, ils étaient aussi comme la première fille. Allons, tu veux écouter la vraie histoire des enfants là et tu me diras si tu veux encore rester avec elle. C'est comme ça, il y a eu la convocation, les témoins sont partis, tout ce qui pouvait témoigner ont témoigné et tout. C'est comme ça, je voyage, je pars à la capitale passer les vacances et lorsque je reviens, je demande aux voisines que mais c'est comment depuis là, je ne vois même plus l'enfant. On me dit l'enfant est mort le 25 décembre. Donc la première fille là, elle est morte le 25 décembre. Et quand elle est morte le 25 décembre, la gendarmerie maintenant cherchait sa mère parce qu'elle avait eu à fuir. Mais bien avant qu'elle ne fuit, un des jumeaux qu'elle a fait avec, comment on appelle ça, le nouveau mari décède. C'est comme ça. L'autre aussi, vu qu'elle était recherchée par la gendarmerie de la ville pour être enfermée, donc elle a fui avec l'enfant dans un village de chez eux. Et c'est là où le deuxième jumeau part maintenant mourir. Et c'est comme ça que elle là-bas, on prend de ses nouvelles parce qu'on a des voisins aussi qui est du même village qu'elle, nous fait comprendre que là-bas ça ne va pas. Elle souffre abondamment. Elle voit, en fait, elle a fait, s'il faut dire, 4 gosses avec les jumeaux qu'elle a eu. Elle se retrouve aujourd'hui avec 2 gosses qui restent. Donc, 2 gosses que mes voisins gardent.
Donc tous ces enfants sont morts. Comme pour dire aux femmes que Dieu ne donne rien au hasard. C'est vrai que c'est difficile dans cette situation-là. Je ne sais pas comment je pouvais être, mais c'est difficile. Mais il y a des situations. Dieu ne donne rien sans donner. Ça veut dire que s'il a donné cet enfant-là comme ça veut dire qu'il a un plan pour nous. Et là même, ce qui est sorti après cette histoire-là, c'est que l'enfant elle-même, elle traînait un esprit de serpent. Donc le serpent l'avait avalé. Donc c'est le même serpent qui a fait en sorte que ces enfants aussi sont avalés, n'arrivent pas à marcher, n'arrivent pas à parler, n'arrivent pas à marcher. Tout ça maintenant c'est sorti à la gendarmerie, qu'elle connaît pourquoi elle fait ça. Où je te parle, elle est dans son village, là-bas ça ne va pas. On attend juste qu'on va nous appeler qu'elle est décédée ou qu'elle a confessé. En fait, c'est une histoire vraie pour dire que vraiment c'est compliqué, mais du moment où tu as souffert pour cet enfant, même si c'est épuisant, montre cet enfant de l'amour. Parce qu'à cause de la maltraitance de cet enfant a tué 3 enfants. Parce qu'après qu'elle a été violée, la jumelle du garçon est morte. Après qu'elle est morte, la jumelle du garçon est morte. Après que la première fille elle-même elle est morte, les 2 jumeaux l'ont suivi. Donc, moi je peux voir ça comme ça que la mort de l'aîné a entraîné la mort de ses petits frères par rapport au comportement de sa mère. Merci. Et là, on va jouer la 10e histoire. Likez, commentez, partagez. Bonsoir la plateforme. Bonsoir les classes, que Dieu nous bénisse. C'est votre frère, votre classe, le pasteur Kofi Emmanuel d'Abbeville. Ce soir, je voulais partager un message avec tout le monde, toutes mes classes, pour ne pas que ça surprenne quelqu'un. Frère, ce message que je suis en train de faire passer à ce moment-là, prenons ça au sérieux. S'il vous plaît, les frères, on néglige tout, on parle mal partout, on connaît les faux pasteurs, on connaît les faux prophètes. Oui, mais ce que je vais vous dire ce soir, prenons le temps d'écouter mon message, s'il vous plaît, et partagez ce message partout. Faites tout vos possible pour que le message arrive partout dans le monde, si possible. Hier soir, j'étais au service. Je travaille avec l'ami de mon beau-frère, qui est un acheteur de cacao. Et je travaille avec lui. Et hier, je devrais faire chargement. Donc, j'attendais le camion. Le camion devrait quitter à Abidjan. Et le camion a décollé là-bas à 21h. Et il est arrivé à Beauville ici à 23h. Donc, environ de 22h30, il y a une dame qui est venue vers moi. J'étais assis devant le magasin, j'attendais le camion. Et comme ça, elle est venue, elle m'a salué. Bonsoir, monsieur. J'ai répondu à la dame. Elle avait un bébé au dos. Excusez-moi. Elle avait un bébé au dos. Elle me dit non, monsieur, s'il vous plaît. Depuis matin, je n'ai pas mangé avec mon enfant. S'il vous plaît, aidez-nous. L'enfant, si l'enfant a trop, peut avoir au moins 2 ou 3 mois. Et j'avais de l'argent sur moi. Et c'est comme ça, j'ai donné quelque chose à la dame pour qu'elle puisse se nourrir avec son enfant. Et la femme, elle m'a dit merci et puis elle a donné d'eau. Et j'étais en train de manipuler mon téléphone. Elle a fait au moins 2 pas ou 3 pas en avant. Et puis elle s'est arrêtée. Elle est revenue vers moi. Elle m'a appelé par mon nom. Emmanuel. J'ai tiqué. Et j'ai demandé à la dame où elle me connaît. Elle me dit que je ne t'ai jamais vu. Et tu ne me connais pas aussi. Je ne t'ai jamais vu vis-à-vis comme ça.
ou bien échanger avec toi. Mais je suis vivant. C'est ce que la personne disait. Et je connais ton cœur. Donc, j'étais étonné pour les paroles qui sortaient de la bouche de la dame. Et quand elle a fini de parler, donc au moment où on était en train d'échanger, elle va me dire comme ça que non. Est-ce que tu sais que Jésus est là? Tu sais que l'enlèvement de l'église est arrivé? Je te dis maintenant que l'enlèvement est arrivé, c'est le temps. Que Jésus est déjà là. Que les anges de Dieu ont déjà les trompettes en main, prêts à sonner ces trompettes. Et que c'est au cœur de notre Seigneur Jésus, ils attendent. Que de partager ce message partout, de faire mon effort, si c'est possible. On peut partager pour que ça arrive partout dans le monde entier. Frère, quand la femme elle a fini d'échanger avec moi, elle a commencé, au moment où elle est en train de causer avec moi, échanger avec moi, quelque chose, l'onction est descendue sur moi. Et comme ça, je me suis mis en genoux, j'ai commencé à prier. J'ai baissé la tête au moins 2 à 3 secondes. Au moment où je lève la tête, je ne voyais plus la dame. Il n'y a pas de couloir pour dire que la dame, elle est rentrée par là. Quand tu es devant le magasin, tu vois la voie tout droit. Je regarde, je fouille partout. J'ai marché quelque chose de 15 mètres. Je n'ai pas vu la dame. Mes frères, le message qu'elle m'a laissé, elle dit le Seigneur Jésus est déjà là. Frère, je vous demande pardon. Abandonnons le péché. Acceptons Jésus maintenant, les frères et sœurs. Sinon, ça va nous surprendre. Je vous prie au nom de notre Seigneur Jésus. Abandonnons le péché. Repentons-nous les frères et sœurs. Repentons-nous les frères et sœurs. Voici le message que je voulais partager avec vous ce soir. Je vous prie de la partager. Si possible, si ça peut faire le tour du monde les frères. Je vous prie, celui qui va partager ce message, il serait béni par Dieu. Parce qu'il est en train de faire passer, il est en train de véhiculer le message de notre Seigneur. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce soit sur nous. C'était votre serviteur, le pasteur Kofi Emmanuel d'Agboville. Bonsoir les frères. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le programme. Donc, on se prend demain 12h00 pour 10 histoires mystiques encore. Voilà.